J'ai trouvé 9 façons de détruire Bitcoin. 9 failles, 9 portes d'entrée dans le coffre-fort. J'étais certain de réussir. Mais je n'avais jamais rien vu de tel. Un homme, le hacker qui a sauvé Internet, face à une monnaie créée par un fantôme. Ce qui s'est passé dans ce sous-sol en 2011 a changé l'histoire de Bitcoin, et personne n'en parle. Salut, c'est CryptoNanou. Avant de vous raconter cette histoire dingue, je dois vous poser une question. Pourquoi on fait confiance au Bitcoin? Non, sérieusement. Mettons de côté son graphique, et arrêtons la musique. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est plus de 1800 milliards de dollars. Des pays l'adoptent comme monnaie légale, des institutions l'achètent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est solide? Bitcoin, créé par un inconnu qui a disparu, ça devrait être la cible la plus facile du monde, non? Eh bien, quelqu'un a essayé, le meilleur hacker du monde. Et ce qui s'est passé va vous faire comprendre pourquoi Bitcoin est si spécial. Cette vidéo, c'est l'histoire du duel invisible entre Dan Kaminsky et Satoshi Nakamoto. Restez jusqu'à la fin, parce que la conclusion va vous donner des frissons. Pour comprendre cette histoire, on doit remonter à 2008. Le monde financier implose, la confiance disparaît, les banques sont vulnérables. Le système qui tenait l'économie mondiale vient de montrer ses failles. Et dans ce chaos, un message anonyme apparaît sur une mailing list de cryptographes. J'ai développé un système de cash électronique peer-to-peer. Signé Satoshi Nakamoto. Une monnaie sans État, sans banque centrale, sans autorité, basée uniquement sur les mathématiques et le code. Une promesse folle. Pendant 2 ans, Bitcoin est une curiosité de geek. Puis en 2011, ça explose. Le prix monte, les médias en parlent, et forcément, les sceptiques arrivent. Dan Kaminsky. Ce nom ne dit peut-être rien au grand public, mais dans le monde de la cybersécurité, c'est une légende vivante. À 29 ans, il est déjà considéré comme l'un des plus grands experts en sécurité informatique de la planète. Kaminsky n'est pas un simple hacker. C'est un architecte de la sécurité, un homme qui pense en système, en réseau, en failles invisibles. Son talent? Voir ce que personne d'autre ne voit. Trouver l'impossible. Briser l'incassable. Pour comprendre son génie, il faut remonter à 2008. Cette année-là, Kaminsky fait une découverte qui aurait pu faire basculer Internet dans le chaos total. Chaque fois que vous tapez une adresse web, votre ordinateur demande à un serveur DNS. Quelle est l'adresse IP de ce site? C'est l'annuaire téléphonique d'Internet. Sans lui, le web n'existe pas. Kaminsky découvre une faille fondamentale dans ce système. Une vulnérabilité qui existe depuis la création du DNS en 1983. 25 ans que cette bombe à retardement attend d'exploser. Cette faille permettait à n'importe qui de rediriger le trafic Internet. Vous vouliez aller sur votre banque en ligne? Un attaquant pouvait vous envoyer sur une copie parfaite, voler vos identifiants, vider votre compte. Et vous n'auriez rien vu. Kaminsky tient entre ses mains le pouvoir de paralyser Internet. Il pourrait devenir riche, célèbre ou tristement célèbre. Mais il fait un choix différent. Pendant 6 mois, il travaille dans l'ombre. Il contacte les géants de la tech. Il développe un correctif. Il organise une coordination mondiale sans précédent. Le monde entier doit mettre à jour ses systèmes simultanément avant que les criminels ne découvrent la faille. Le 8 juillet 2008, le patch est déployé simultanément partout dans le monde. Internet est sauvé. Dan Kaminsky devient le sauveur silencieux du web, l'homme qui aurait pu tout détruire, mais qui a choisi de tout protéger. Cette victoire lui confère une autorité morale inégalée. Quand Dan Kaminsky dit qu'un système est sécurisé, le monde écoute. Et quand il dit qu'un système est vulnérable, il a toujours raison. Été 2011. 3 ans après avoir sauvé Internet, Kaminsky cherche un nouveau défi. Et partout, on parle de cette nouvelle monnaie, le Bitcoin. Pour Kaminsky, c'est une provocation. Une monnaie créée par un inconnu qui prétend être incassable. C'est exactement le genre d'arrogance qu'il adore démanteler. Bitcoin semblait être une cible facile. J'avais brisé le DNS, j'avais trouvé des failles dans des systèmes critiques pendant des années. Une petite crypto-monnaie inventée par un anonyme, ça ne devrait pas prendre plus de quelques semaines. Dan était confiant, presque amusé. Il disait qu'il allait tuer Bitcoin pour le week-end, qu'il trouverait la faille, publierait son rapport et que tout le monde passerait à autre chose. Kaminsky établit son quartier général dans un endroit improbable, le sous-sol sans fenêtre de la maison de sa mère, à San Francisco. Pas de distraction. Juste lui, ses ordinateurs et le code de Nakamoto. Sa méthode est systématique. Il ne cherche pas à attaquer au hasard. Il doit d'abord construire une carte mentale complète du réseau Bitcoin, comprendre chaque nœud, chaque transaction, chaque règle du protocole. Bitcoin est un réseau décentralisé. Pas de serveur central, pas de point de contrôle unique. Des milliers d'ordinateurs à travers le monde maintiennent une copie identique du registre de transactions, la blockchain. Ce code était dense, impénétrable. Chaque ligne semblait avoir été écrite par le codeur le plus paranoïaque du monde. Il n'y avait pas de raccourci, pas de compromis. C'était du code écrit par quelqu'un qui s'attendait à être attaqué. Dans le monde physique, la double dépense est impossible. Si vous donnez un billet à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Simple. Mais dans le monde numérique, copier est trivial. Un fichier numérique peut être copié infiniment. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les tentatives précédentes de monnaie numérique avaient échoué. Il fallait toujours une autorité centrale pour empêcher la duplication.
La double dépense, c'est l'acte de dépenser la même pièce numérique 2 fois. C'est la faille fatale qui détruirait instantanément toute monnaie numérique. Imaginez, Alice a 1 bitcoin. Elle l'envoie à Bob pour acheter une voiture. Simultanément, elle envoie le même bitcoin à Charlie pour acheter un appartement. Si les 2 transactions sont acceptées, Alice vient de créer de l'argent à partir de rien. Le système s'effondre. C'est exactement ce que Kaminsky cherche, une façon de faire accepter 2 transactions contradictoires. S'il trouve cette faille, Bitcoin est mort. Kaminsky identifie sa première vulnérabilité potentielle, le délai de propagation. Quand une transaction est émise, elle met quelques secondes à se propager à travers le réseau. Et si on exploitait cette fenêtre? Mon idée était simple. Envoyer 2 transactions contradictoires à 2 parties différentes du réseau simultanément. Avant que le réseau ne puisse réconcilier les informations, les 2 transactions seraient confirmées. Il configure ses scripts, il lance l'attaque, il observe les nœuds du réseau. Et là, à l'endroit exact où sa transaction malveillante aurait dû s'insérer, un message latent, codé dans le protocole lui-même. J'étais stupéfait. Le code avait anticipé cette attaque exacte. Il y avait un mécanisme de protection que je n'avais même pas vu en lisant le code. Un échec ne suffit pas à arrêter Dan Kaminsky. Il passe à sa deuxième stratégie, l'attaque des 51%. Le Bitcoin fonctionne grâce au minage. Des ordinateurs à travers le monde rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Le gagnant valide le prochain bloc de transaction et reçoit des bitcoins en récompense. C'est ce qui sécurise le réseau. Mais que se passe-t-il si quelqu'un contrôle plus de 50% de cette puissance de calcul? En théorie, il pourrait réécrire l'histoire des transactions. Créer une réalité alternative où ces doubles dépenses sont légitimes. Le problème n'était pas technique, c'était économique. Pour contrôler 51% du réseau en 2011, il aurait fallu des millions de dollars en matériel. Et même si j'y arrivais, le réseau détecterait l'attaque et pourrait simplement ignorer ma chaîne. Kaminsky découvre que Nakamoto avait intégré des garde-fous. Si une chaîne alternative apparaît soudainement avec un avantage massif, les nœuds honnêtes peuvent rejeter cette chaîne comme suspecte. L'attaquant devrait non seulement avoir 51% de la puissance, mais aussi maintenir cette domination dans le temps sans se faire détecter. C'était frustrant. Chaque fois que je trouvais un angle d'attaque théorique, je découvrais que Nakamoto avait déjà pensé à 3 contre-mesures. Kaminsky ne se décourage pas. Il explore une attaque plus subtile, proposée par le cryptographe Hal Finney, l'attaque de préminage. Le concept, un mineur crée une transaction vers lui-même, mais ne la diffuse pas. Il mine secrètement un bloc contenant cette transaction. Puis, il dépense les mêmes bitcoins dans une transaction publique. Une fois cette transaction confirmée, il diffuse son bloc préminé, invalidant la transaction publique. Kaminsky trouvait cette attaque élégante parce qu'elle exploite une fenêtre de vulnérabilité naturelle, le délai entre la diffusion d'une transaction et sa confirmation. En théorie, l'attaque fonctionnait. J'avais le code, j'avais le timing, mais en pratique, Le réseau Bitcoin a rejeté son bloc. Pourquoi? Parce que pendant qu'il gardait son bloc secret, le reste du réseau continuait de miner. Sa chaîne avait 1 bloc d'avance, mais la chaîne honnête en avait déjà ajouté 2. Bitcoin suit toujours la chaîne avec le plus de travail cumulé. Garder un bloc secret, c'est se tirer une balle dans le pied. Pendant que vous cachez votre bloc, le monde entier avance sans vous. Mais la vraie défense de Bitcoin, ce n'est pas juste technique, c'est économique. c'était brillant. L'attaque était techniquement possible, mais économiquement stupide. Il était toujours plus rentable d'être honnête. Nakamoto avait transformé la sécurité en économie. Le système n'était pas juste incassable techniquement, il était inattaquable financièrement. Tenter de tricher coûtait plus cher que de jouer selon les règles. Et ça, c'est du génie pur. Kaminsky ne s'arrête pas. Il développe 6 autres vecteurs d'attaque. Chacun est ingénieux. Chacun aurait détruit n'importe quel autre système. L'attaque de spam de transaction, limitée par des frais dynamiques. L'exploitation des nœuds isolés, des mécanismes de vérification croisés, la manipulation du timestamp, des fenêtres de validité strictes, l'attaque Sibyl avec des faux nœuds, une preuve de travail qui rend cette attaque prohibitivement coûteuse. J'ai développé des bugs magnifiques, des exploits qui auraient fait tomber n'importe quel système. Mais à chaque fois, le code de Bitcoin avait déjà une réponse. C'était comme combattre quelqu'un qui connaissait chacun de mes mouvements avant même que je les fasse. Après des semaines, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je n'avais jamais rien vu de tel. Le Bitcoin n'était pas juste bien codé, il était parfait dans sa paranoïa. Chaque faille que je trouvais avait été anticipée, colmatée, transformée en force. Pour comprendre l'ampleur de cette victoire, il faut la contextualiser. Kaminsky avait brisé le DNS, un système développé par les plus grands esprits d'Internet. Il avait trouvé des failles dans Windows, dans des protocoles militaires, dans des systèmes bancaires. Mais Bitcoin? Bitcoin était différent. C'était comme essayer de cambrioler une banque, et à chaque tentative, que ce soit par le toit, par les égouts, par un tunnel, vous trouvez un mur de béton frais avec une pancarte disant « Belle tentative, essayez autre chose ». Et vous réalisez que l'architecte a pensé à tout. L'échec de Kaminsky pose une question vertigineuse. Qui est capable d'un tel prodige? Pour créer Bitcoin, Nakamoto devait être
expert en cryptographie, maître en C++, économiste averti, architecte de réseau peer-to-peer, spécialiste en sécurité. Soit c'est une équipe de génies qui ont travaillé en secret pendant des années, soit c'est une seule personne d'un niveau intellectuel que je n'avais jamais rencontré. Et honnêtement, je penche pour la seconde option. Le code a une cohérence, une vision unifiée. Ça ne ressemble pas à un travail de comité. L'ironie est savoureuse. Satoshi Nakamoto voulait créer un système où la confiance n'était pas nécessaire, où les mathématiques et le code remplaceraient la foi en les institutions. Mais c'est précisément l'audit de Dan Kaminsky qui a créé la confiance. Quand le plus grand testeur de sécurité du monde échoue à briser votre système, vous avez gagné quelque chose de plus précieux que l'or, la légitimité. Après Kaminsky, Bitcoin n'était plus une curiosité technique. C'était un protocole sérieux. Si Dan Kaminsky ne pouvait pas le casser, qui le pourrait? Depuis cette confrontation de 2011, Bitcoin a été soumis à des milliers d'autres attaques. Des hackers d'État-nation, des organisations criminelles, des universitaires cherchant la gloire. Certains ont réussi à voler des bitcoins en piratant des plateformes d'échange, en trompant des utilisateurs. Mais le protocole lui-même? La blockchain? Le code de Nakamoto? Inviolé. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin représente plus de puissance de calcul que les 500 plus grands supercalculateurs mondiaux combinés. L'attaque des 51% qu'envisageait Kaminsky est devenue physiquement et économiquement impossible. L'histoire de Dan Kaminsky et Satoshi Nakamoto est celle d'un duel entre deux visions du génie. D'un côté, Kaminsky, le destructeur brillant, celui qui trouve les failles impossibles. De l'autre, Nakamoto, le créateur paranoïaque, celui qui anticipe l'inimaginable. J'ai passé ma carrière à briser des systèmes. C'est ce que je fais de mieux. Mais Nakamoto a créé quelque chose que je ne pouvais pas briser. Et ça m'a changé. Ça m'a montré qu'il était possible de construire quelque chose de vraiment résilient. Après son échec, Kaminsky est devenu un des plus grands défenseurs de Bitcoin. Non pas parce qu'il croyait à l'idéologie libertaire, mais parce qu'il respectait le code, l'ingénierie, la perfection paranoïaque. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Dan Kaminsky était un génie. Il a sauvé Internet. Il pouvait briser n'importe quel système. Mais face à Bitcoin, il a perdu. Et vous savez quoi? C'est la plus belle victoire du Bitcoin. Parce que c'est pas une question de confiance aveugle. C'est une question de preuve. Nakamoto n'a pas demandé qu'on lui fasse confiance. Il a construit quelque chose d'incassable. Et quand le meilleur hacker du monde a essayé de le démontrer, il a échoué. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous demande « Mais pourquoi Bitcoin ?», vous pouvez leur raconter cette histoire. L'histoire de l'homme qui a sauvé Internet et qui n'a pas pu briser Bitcoin. Kaminsky a dit un truc magnifique. Nakamoto a disparu, mais son code reste. Et c'est exactement ce qu'il voulait, un système qui ne dépend de personne. Dan Kaminsky nous a quittés en 2021. Il avait 42 ans. La communauté tech a perdu un géant. Mais son héritage est éternel. Il nous a appris qu'on peut construire des systèmes vraiment résilients. Qu'un seul individu brillant peut créer quelque chose d'immortel. Et que parfois, échouer à détruire quelque chose est la meilleure validation possible. Si cette histoire vous a fasciné autant que moi, vous allez adorer le contenu qu'on prépare sur les apprentis de la cryptographie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.